Alors, nous allons commencer par les dispositions qui sont applicables donc aux particuliers, notamment les dispositions qui sont relatives aux modalités de calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, comme chaque année, et là, sans surprise, le barème de l'impôt sur le revenu est rehaussé, et donc les limites de chacune des tranches sont rehaussées de 0,20% cette année. Je ne vais pas m'étendre sur les chiffres en détail, ça n'aurait que peu d'intérêt, mais sachez que la première tranche est donc bien passée au taux de 11% au lieu de 14%, comme c'était le cas jusqu'à présent. Dans le même temps, le montant maximal de l'avantage qui est lié au quotient familial est lui aussi revu, tout comme les avantages qui sont liés aux enfants majeurs. Donc vous avez les principaux chiffres qui normalement doivent s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez voir que par exemple la première demi-part supplémentaire, elle est fixée à 1 570 €. Quand on est au-delà de la première part pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou de deux parts pour les couples soumis à imposition commune. Si on passe aux réductions et crédits d'impôt sur le revenu maintenant, première nouveauté de cette année, c'est la création d'un crédit d'impôt pour l'acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques. Donc ce crédit d'impôt-là, il concerne les particuliers qui sont domiciliés en France et qui engagent entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 des dépenses pour l'achat et la pose d'un système de charge pour véhicules électriques dans leur résidence principale ou dans leur résidence secondaire, dès lors qu'ils en sont propriétaires, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit. Notez que si le système est posé dans une résidence secondaire, les contribuables sont limités à une seule résidence secondaire. Donc si vous êtes une personne qui a plusieurs résidences secondaires, elle ne pourra bénéficier que d'un seul système de charge pour l'une d'entre elles et pas pour les autres. Donc les caractéristiques techniques des systèmes en question seront précisées plus tard par arrêté. Notez également pour un même logement, le crédit d'impôt il est limité à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 2 systèmes pour les couples soumis à imposition commune. Le montant de ce crédit d'impôt, donc il est égal à 75% du montant des dépenses éligibles, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge. Un autre point qui est important à noter, c'est que les dépenses d'achat et de pose de ce type de système ne permettra de bénéficier de l'avantage fiscal que s'ils sont facturés par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des éléments liés au système de charge en lui-même. Ou alors qui sont facturés par l'entreprise qui, pour cette installation, fait appel à un sous-traitant, en clair, à une autre entreprise. Dernier point, les contribuables qui veulent bénéficier de cet avantage fiscal-là doivent fournir à l'administration sur simple demande la facture du professionnel qui sera intervenu et qui, outre les mentions habituelles, doit comporter un certain nombre d'éléments du type quel endroit ont été réalisés les travaux, la nature des travaux en question, leur désignation, leur montant et le cas échéant les caractéristiques techniques des systèmes de charge. On passe maintenant à tout ce qui va concerner les dépenses en faveur de l'aide aux personnes. Donc c'est un avantage fiscal qui normalement devait prendre fin au 31 décembre 2020 et qui va couvrir tout ce qui concerne les dépenses d'équipement en faveur des personnes âgées ou des personnes handicapées, ainsi que les dépenses de travaux qui sont prescrits par un plan de prévention des risques technologiques par un PPRT. Donc le taux de ce crédit d'impôt, il est variable selon la nature des dépenses. Quand on est sur des dépenses en faveur des personnes âgées ou handicapées, on sera sur du 25% et puis 40% pour ce qui concerne les travaux prescrits dans le cadre d'un PPRT. Donc la loi de finances pour 2021 a prolongé cet avantage fiscal pour 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2023. Et elle est venue préciser que lorsqu'on était sur des dépenses liées à des travaux prescrits par un PPRT, les travaux en question doivent dorénavant être réalisés dans le respect des prescriptions prévues par le Code de l'environnement, notamment en termes de délai et de dépenses. Autre avantage fiscal qui est prolongé par la loi de finances pour 2021, c'est le dispositif défi forêt. Alors sans s'étendre en détail dessus, ce dispositif-là, il vise à encourager l'investissement forestier. Et en fait, il regroupe à la fois un crédit d'impôt et à la fois une réduction d'impôt. Donc cet avantage fiscal-là, pour le coup, il est prolongé pour une durée de 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 et à droit constant. On n'a aucune modification sur le fond.
Passons ensuite donc à la réduction Madelin, la réduction d'impôt pour les souscriptions au capital de PME. La petite subtilité de cette réduction d'impôt, c'est que ça fait plusieurs années que le taux qui normalement fixé à 18% est censé passer à 25%. Mais pour cela, il fallait obtenir une réponse favorable de la Commission européenne pour obtenir cette augmentation de taux, tout simplement. On a finalement obtenu cette autorisation à l'été 2020, donc le taux de 25% a bien pu s'appliquer aux investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020. Pour permettre à plus de personnes de bénéficier de ce taux de 25% un peu plus avantageux, la loi de finances pour 2021 prévoit de l'appliquer aux investissements réalisés à compter d'une date fixée par un décret qui n'est pas encore paru aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 2021, là encore, sous réserve d'obtenir une réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette réduction avec la réglementation. Et enfin, pour finir sur ce qui est des investissements dans les entreprises, en tout cas des avantages fiscaux liés aux investissements dans les entreprises, vous pouvez noter que on a également fait l'objet d'aménagements, tout ce qui va concerner la réduction IR-PME qui s'applique pour les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale, les ESUS, ainsi que pour les investissements au capital de fonds d'investissement de proximité dans les DOM. Dernier point, en termes de réduction d'impôts, on va être sur la réduction d'impôts en faveur des dons faits aux organismes éligibles. Donc en principe, cette réduction d'impôt, elle est égale à 66% du montant du versement qui a été effectué par le contribuable, retenu dans la limite de 20% de son revenu imposable. Mais quand l'organisme éligible au don est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes en difficulté ou dans la réalisation d'actions concrètes pour les victimes de violences domestiques, le taux de la réduction d'impôt, il passe à 75% dans la limite de 552 €. Dans le contexte qu'on a connu en 2020, et à titre exceptionnel, le gouvernement avait décidé d'augmenter ce plafond pour le faire passer à 1 000 €. Et la loi de finances pour 2021 prolonge ça pour une année, c'est-à-dire que pour les dons consentis en 2021, ces dons donc à ces organismes particuliers, le taux de la réduction d'impôt sera porté à 75% dans la limite de 1 000 €. Passons maintenant à tout ce qui concerne la gestion du patrimoine immobilier. Et commençons par le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Donc ce crédit d'impôt prend fin, comme vous le savez certainement, au 31 décembre 2020. Il est remplacé notamment par MaPrimeRénov', donc la prime forfaitaire de transition énergétique. Toutefois, cette année, la loi de finances est venue apporter quelques petites précisions à ce sujet, notamment en termes de dispositifs transitoires. Donc elle est venue tout simplement poser le principe que le CITE tel que nous l'avons connu dans sa version 2019 peut s'appliquer aux dépenses payées en 2020, donc l'année dernière, dès lors que le contribuable est en mesure de justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Et pareillement, elle est venue instaurer un deuxième dispositif transitoire permettant l'application du CITE dans sa version cette fois-ci 2020 pour les dépenses payées cette année, donc en 2021, dès lors que le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour mémoire ou pour info, sachez que l'année dernière, certaines dépenses avaient été omises par le législateur. Certaines dépenses ouvrant droit au CITE avaient été omises dans la liste de toutes les dépenses éligibles. C'était le cas notamment des dépenses d'équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autre biomasse ou à l'énergie solaire thermique. Alors c'est un peu long. Sachez que cette erreur est réparée. Donc ces dépenses-là payées en 2020 ainsi que celles payées en 2021 au titre des dispositifs transitoires permettront bien d'ouvrir droit au CITE dans la limite d'un montant forfaitaire de 600 €. Dernier point, pour une même dépense, en 2021 toujours, il ne sera pas possible de cumuler CITE, PrimeRénov' ou CITE et crédit d'impôt pour les bornes de recharge dont on a parlé tout à l'heure.
Concernant MaPrimeRénov', donc la prime forfaitaire de transition énergétique, elle aussi est aménagée cette année. Donc par dérogation, enfin si on reprend les bases, normalement elle est soumise à des conditions de ressources. Par dérogation et jusqu'au 31 décembre 2022, il est expressément prévu qu'elle pourra être attribuée sans condition de ressources, et selon la nature des travaux et des dépenses qui seront financées. Donc, sur ce point, on est en attente de précision. À titre exceptionnel, notez également qu'il sera possible entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 de déposer une demande de prime après avoir commencé les travaux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Pour pouvoir faire ça, il faudra que des conditions soient remplies. Elles sont au nombre de 3. Il faudra qu'il soit justifié par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, et que le bénéficiaire ne soit pas, au moment du démarrage des travaux, n'ait pas été éligible à la prime en question. Pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Alors, cet abattement, il va s'appliquer aux gains qui sont réalisés à l'occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, qui sont situés pour tout ou partie dans la surface ou dans le périmètre des grandes opérations d'urbanisme ou dans des périmètres qui sont délimités dans des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social de revitalisation de certains territoires. Le taux de cet abattement, il est fixé à 70% d'origine. Par contre, il pourrait être porté à 85% si la personne qui acquiert le bien s'engage à construire des logements sociaux ou des logements intermédiaires dont la surface habitable va représenter au moins 50% de la surface totale de la construction. Comme souvent, vous avez de nombreuses conditions quand même à remplir pour en bénéficier. Elles viennent normalement de s'afficher à l'écran. Donc, il faut que la promesse de vente soit signée avant le 31 décembre 2023. Il faut bien sûr que la vente soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la signature de la promesse de vente. Donc concrètement, si vous vous signez au plus tard le 31 décembre 2023, il faut que la vente soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2025. Et dernier point, il faut que l'acquéreur s'engage à démolir l'existant et à reconstruire dans les 4 ans un immeuble d'habitation collectif. Notez que certaines ventes ne permettront pas de bénéficier de cet abattement. Globalement, c'est toutes les ventes qui ont lieu dans le cadre intrafamilial. Donc, c'est les ventes qui sont consenties aux conjoints, aux partenaires de PACS, aux ascendants, aux descendants, ou même dans le cadre d'interposition à des sociétés qui seraient contrôlées par les conjoints, les ascendants ou les descendants. Dernière petite précision, cet abattement il s'applique non seulement à la plus-value qui est imposable à l'impôt sur le revenu, mais également aux prélèvements sociaux ainsi qu'à la surtaxe imposable aux plus-values qui dépassent les 50 000 euros. Dernier petit point sur la fiscalité immobilière. Alors ça a fait parler quand même ces derniers temps. C'est le dispositif Pinel. Alors, première et peut-être seule bonne nouvelle, le dispositif Pinel, il est prolongé pour une durée de 3 ans, donc il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024. Maintenant, il est un petit peu quand même vidé de sa substance, puisqu'à partir de 2023 et ça se poursuivra en 2024, les taux de la réduction d'impôts vont quand même être largement diminués. Pour vous donner un très rapide exemple, si aujourd'hui on est sur une durée d'engagement de location de 6 ans, en 2021, on peut bénéficier d'une réduction d'impôt calculée au taux de 12%. En 2023, ça sera plus de 10,5% pour passer à 9% en 2024. Petite lueur, entre guillemets, d'espoir, c'est que cette baisse progressive des taux, elle ne va pas s'appliquer dans 2 cas. Elle ne va pas s'appliquer quand on est dans le cadre d'un investissement qui est concerné par le dispositif de Normandie, le Pinel ancien, les investissements sur les immeubles anciens. Et elle ne s'applique pas non plus quand on est sur des investissements dans des logements qui sont situés dans des QPV, donc les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou dans des quartiers, quand ils portent sur des logements qui respectent un niveau de qualité en matière de performance énergétique, dont les critères aujourd'hui ne sont pas connus. On saura ça par décret un peu plus tard.
Dernier point, la loi de finances pour 2021 a confirmé ce qui avait été amorcé l'année dernière, c'est-à-dire qu'à compter de cette année, à compter du 1er janvier, la réduction d'impôt Pinel, elle est désormais réservée aux investissements qui portent sur des bâtiments d'habitation collectifs. Merci. Concernant les mesures sociales des particuliers, il y a principalement un point qui va concerner les particuliers qui recourent généralement aux plateformes web, les particuliers qui vendent ou qui fournissent des prestations de services occasionnelles sur ces plateformes pour leur faciliter en fait le cumul d'activités et l'ouverture de droits. Ils vont pouvoir opter pour l'affiliation au régime général assimilé salarié. Alors, sont concernés les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre, ou qui fournissent des services rémunérés ponctuellement à d'autres particuliers, de type bricolage, coaching, micro-tâches. Pour cela, ils doivent remplir un certain nombre de conditions, à savoir être un particulier qui vend des biens neufs, confectionnés ou achetés afin de les revendre ou fournissant des services rémunérés de manière ponctuelle, mais exercer l'option pour relever du régime général et surtout avoir des recettes qui ne dépassent pas 1 500 €, des recettes annuelles qui ne dépassent pas 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale seront calculées sur la base de leurs recettes, diminuées d'un abattement forfaitaire qui sera fixé par décret. Et l'option, ça sera d'être applicable dès lors que le seuil de 1 500 € de recettes annuelles sera dépassé pendant 2 années consécutives ou lorsque les recettes atteindront 4 500 € au titre d'une seule année. Pour ce qui concerne les loueurs, par cohérence avec l'évolution du droit fiscal, les critères d'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des loueurs meublés de courte durée ont été redéfinis. Donc, depuis le 1er janvier 2021, les personnes qui exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés sont obligatoirement affiliées au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles dès lors que les recettes tirées de cette activité exercées par l'ensemble des membres du foyer fiscal ne dépassent 23 000 € par an et que l'une des deux conditions suivantes est remplie, à savoir les locaux sont loués à une clientèle qui effectue un séjour à la journée ou à la semaine ou au mois et qui n'y élise pas domicile. Dans ce cas, les personnes concernées pourraient opter lors de leur affiliation pour le régime général des salariés. Et ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux, autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, commerciaux et des revenus des gérants et associés. Par principe, donc, les loueurs de meublés dont les recettes dépassent 23 000 € ainsi que les personnes qui exercent une activité de location de biens meubles dont les recettes sont supérieures à 20% du PAS sont en principe affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Mais ils peuvent opter pour une affiliation au régime général assimilé salarié sous condition que leurs recettes ne dépassent pas un certain plafond qui a été abaissé depuis le 1er janvier 2021 à 72 600 €. Je vous propose de passer désormais aux dispositions qui sont applicables aux dirigeants et aux travailleurs indépendants. Et donc, la première disposition phare, ce serait l'allongement du congé de paternité. Pour rappel, il était prévu que en 2021, le congé de paternité, la durée du congé de paternité soit allongée. Et donc, c'est ce qu'a mis en place la loi de financement de la sécurité sociale pour les salariés, en faisant passer le congé de paternité de 11 jours à 25 jours pour une naissance simple et de 18 jours à 32 jours en cas de naissance multiple. Cette mesure a vocation à s'appliquer aux travailleurs indépendants, mais sous réserve de précisions qui seront apportées par décret.
l'allongement du congé de paternité ou tous les aménagements qui concernent le congé de paternité vont être mis en œuvre à compter des naissances intervenant dès le 1er juillet 2021 ou pour les naissances qui étaient prévues à compter de cette date mais qui sont intervenues plus tôt. Pour rappel, pour avoir droit aux indemnités journalières forfaitaires, le travailleur indépendant doit être le père ou le conjoint de la mère ou son concubin ou son partenaire de PACS, exercer une activité indépendante et demander évidemment le bénéfice de l'indemnité journalière et doit cesser toute activité professionnelle. Dès le 1er juillet 2021, ou pour les naissances qui étaient prévues en tout cas au 1er juillet 2021 mais qui sont intervenues plus tôt, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier des indemnités journalières forfaitaires à la double condition de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale qui sera fixée par décret à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant toute la durée de l'indemnisation. Notez que pour le travailleur non salarié agricole, le congé de paternité est aménagé dans les mêmes conditions, à savoir cesser son activité pendant une durée minimale et ne pas la reprendre pendant la durée d'indemnisation. Une autre disposition importante va concerner particulièrement les professionnels libéraux, parce que par principe, pour avoir droit aux indemnités journalières, le professionnel libéral a droit aux indemnités journalières, mais elles ne sont versées qu'à partir du 91e jour d'arrêt. Donc, sauf à avoir une assurance privée qui permettrait le bénéfice d'indemnités journalières avant, eh bien, il n'est pas indemnisé avant le 91e jour d'arrêt. C'est un manque qui a été constaté là dans le cadre de la crise du Covid et les professionnels libéraux ont pu bénéficier à titre dérogatoire d'indemnités journalières. Donc, il est prévu désormais qu'ils puissent avoir le bénéfice d'indemnités journalières avant ce 91e jour d'arrêt, en contrepartie toutefois d'une cotisation dont ils seraient redevables. Cette cotisation sera calculée sur les revenus d'activité dans la limite d'un plafond, mais qui reste à déterminer par décret. Un décret qui déterminera également le montant de la cotisation minimale qui sera due par le professionnel libéral, sauf s'il a opté pour le régime micro. Le décret prévoira aussi le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire. Nous allons commencer à aborder les dispositions qui sont applicables aux entreprises et pour le moment les dispositions fiscales. Ce qu'on remarque, donc là on va commencer par parler tout ce qui est calcul de l'impôt sur les bénéfices, et ce qu'on remarque un petit peu cette année, c'est que finalement les entreprises ont beaucoup souffert, ça c'est un état de fait, et du coup pour cela, en tout cas le gouvernement à travers la loi de finances a essayé de faire un peu tomber la pression fiscale, ou en tout cas diminuer dans la mesure du possible les impôts de production. Donc le premier dispositif qu'on peut aborder, ça va être un dispositif temporaire de neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs. Donc comme vous le savez, en principe, une entreprise peut, sur le plan comptable, réévaluer ses éléments d'actifs, ce qui lui permet en clair d'actualiser la valeur de son actif et donc de comptabiliser finalement un écart de valeur qui est égal à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable qui est inscrite d'origine. Et c'est cet écart d'évaluation qui normalement constitue un produit imposable. Ça ne sera pas le cas pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2022. On va avoir un principe de neutralisation des conséquences fiscales de cette réévaluation d'actifs, qui ne sera donc pas pris en compte dans le résultat de l'entreprise. Cet aménagement temporaire, il va s'appliquer sur option de l'entreprise et il va être conditionné différemment selon que l'actif qui est réévalué est ou non amortissable. Si on part sur des immobilisations amortissables, l'entreprise devra prendre en contrepartie donc de cette possibilité de neutraliser fiscalement les conséquences de cette action, l'engagement de réintégrer l'écart de réévaluation par parts égales sur une durée de 15 ans pour les biens immobiliers qui sont amortissables au moins sur 15 ans et ou sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
En revanche, si on est sur de l'immobilisation qui n'est pas amortissable, l'écart de réévaluation, là, bénéficiera d'un dispositif de sursis d'imposition assez classique qui tombera au jour de la cession des actifs qui sont concernés. Donc la plus-value à ce moment-là sera imposable. Enfin, la plus-value, l'écart de réévaluation, pardon, sera alors imposable. Autre dispositif, alors celui-là a été assez communiqué également dans la presse, donc je ne pense pas que ça soit une surprise. C'est tout ce qui va concerner les OGA, donc les organismes de gestion agréés. Donc pour mémoire, hein, quand une entreprise qui est à l'IR, suivant un régime réel d'imposition, fait le choix de ne pas adhérer à un organisme de gestion agréé ou décide de ne pas faire appel à un professionnel de l'expertise comptable pour l'établissement de son résultat fiscal, elle est en quelque sorte pénalisée puisque sa base d'imposition elle est majorée de 25%. On lui applique très clairement un coefficient de 1,25. À l'horizon 2023, cette majoration devrait disparaître, comme vous le voyez s'afficher à l'écran. Le coefficient va diminuer d'année en année pour atteindre le chiffre de 1. Donc en 2023, c'est-à-dire qu'à partir de 2023, concrètement, on n'aura plus de majoration de 25%. Autre petite mesure introduite par la loi de finances qui concerne le taux réduit d'IS à 15%. Donc comme vous le savez également très certainement, les entreprises, en tout cas certaines d'entre elles, peuvent prétendre à un taux réduit d'IS à 15% sous condition qui s'applique à la fraction de leur bénéfice qui est inférieure à 38 120 €. La condition principale, c'est que leur chiffre d'affaires ne doit pas excéder 7 630 000 €. Et cette condition-là, précisément, qui est aménagée cette année, puisque ce plafond de 7 630 000 €, il passe à 10 millions d'euros. Donc, un peu plus d'entreprises vont pouvoir en bénéficier et ça va s'appliquer pour les exercices qui sont ouverts à compter du 1er janvier 2021. Nous allons passer à deux mesures qui ont été prises pour soutenir les entreprises en difficulté. Donc ça va concerner, comme vous le voyez, les abandons de créances et la gestion des déficits, notamment le report en arrière, donc ce qu'on appelle le carryback. Pour les abandons de créances, actuellement, quand on est sur un abandon de créance à caractère commercial qui est consenti par une entreprise à une autre entreprise, cet abandon-là, il est déductible même lorsqu'il n'est pas accompli dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise qui l'accorde, dès lors qu'il intervient dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Pour aider un peu plus les entreprises qui rencontrent des difficultés, il est prévu que ce même régime fiscal s'applique aux abandons de créances qui sont consentis en application d'un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d'une procédure de conciliation. Et ça va s'appliquer aux abandons qui sont accordés dès le 1er janvier 2021. Concernant les créances de carryback, donc les créances qui résultent d'un report en arrière de déficit, cette année, et ça s'appliquera également à compter du 1er janvier 2021, les entreprises donc, soumises à l'IS qui font l'objet d'une procédure de conciliation vont pouvoir obtenir le remboursement de leurs créances de carryback constatées, donc à compter toujours du 1er janvier 2021 et qui n'auront pas encore été utilisées à la date de la décision du tribunal concernant l'ouverture de la procédure de conciliation. Passons maintenant aux avantages fiscaux, donc réduction et crédit d'impôt. Le premier crédit d'impôt dont nous allons parler, c'est le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça, c'est un avantage fiscal qui est lié également à la crise sanitaire, puisqu'en fait, il a été annoncé dans le cadre du plan de relance de l'économie qui a été dévoilé par le gouvernement en septembre 2020. Donc ce crédit d'impôt, il est ouvert, donc, comme vous le voyez, pour les TPE et les PME, tout secteur d'activité confondu, qu'elles soient soumises à l'IR ou à l'IS, dès lors qu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux, qui sont achevés depuis plus de 2 ans, et qu'elles engagent des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments en question. Donc vous avez une liste de dépenses de travaux qui serait, à mon avis, fastidieux d'énumérer ici. Donc vous avez pas mal de travaux concernés, mais à titre d'exemple, ça fonctionne pour le raccordement en réseau de chaleur ou de froid, et ça va concerner les dépenses qui sont engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Notez
que ce crédit d'impôt, le montant de ce crédit d'impôt, il est fixé à 30% des dépenses éligibles dans la limite d'un plafond de 25 000 €. Déduction bien sûr faite de toutes les aides qui vont pouvoir être perçues, par exemple au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie ou des aides publiques qui portent sur le même type de travaux. Dernier point qui est important de préciser, comme souvent en matière de rénovation énergétique, les travaux ne peuvent pas être faits par n'importe qui pour être éligibles à l'avantage fiscal. Ils doivent être réalisés par un professionnel ici RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Alors, passons à quelques petites mesures alors qui n'ont pas d'impact très significatif, mais qu'il est important quand même de relever. En matière de réduction d'impôts mécénat, la loi de finances pour 2021, elle est venue étendre la liste des organismes bénéficiaires et surtout ajouter à la liste des organismes bénéficiaires les fédérations ou unions d'organismes qui ont pour objet exclusif de fédérer, organiser, représenter, promouvoir les organismes agréés, sous réserve que ces fédérations ou unions présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. Donc concrètement, pour les exercices clos qui seront à compter du 31 décembre 2021, les dons consentis à ce type d'association pourront ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt mécénat. Autre petite mesure, ça concerne l'avantage fiscal qui est lié à la mise à disposition d'une flotte de vélos. Donc aujourd'hui, les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, encore une fois sous condition, une réduction d'impôt dans la limite de 25% du prix d'achat ou de la location des flottes de vélos qu'elles mettent à disposition de leurs salariés. Normalement, ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2021. Il est prorogé pour plusieurs années, pour 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2024. Dernière petite liste de mesures qu'on ne détaillera pas parce que ce serait très fastidieux là aussi et finalement pas très intéressant puisque c'est tous les dispositifs de zonage qui normalement devaient prendre fin au 31 décembre 2020 pour la plupart. Ces dispositifs, tout simplement, ils sont prolongés. Donc, vous avez le tableau qui s'affiche sous vos yeux. Donc vous voyez par exemple que pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté, on est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Et pour tout ce qui va être allongement d'exonération d'impôts sur les bénéfices, d'impôts fonciers, de CFE et parfois même de cotisations sociales, notamment dans les ZFU, les ZRR, etc., où on a des prolongations qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2022. Sachant que ce sont des prolongations à droit constant la plupart, donc on a très peu de modifications de ces régimes, ou en tout cas des modifications qui sont très marginales. Donc ça, c'était pour tout ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices, on va dire pur et dur des entreprises. Passons maintenant donc à ce qui va concerner la TVA et à la mesure phare de la loi de finances cette année en matière de TVA, c'est la notion de création d'un régime de groupe de TVA. Donc concrètement, cette nouveauté, elle entre en vigueur au 1er janvier 2022, mais au vu de ses modalités de fonctionnement, que je vais vous exposer très brièvement, concrètement, on commencera à voir les effets de ces groupes de TVA en 2023 uniquement. L'objectif de cette réforme, ce sera de permettre de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements qui sont indépendants entre eux d'un point de vue juridique, mais qui sont étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels. En fait, on va faire un peu un parallèle, c'est-à-dire que ça va quand même beaucoup ressembler à ce qui existe en matière d'intégration fiscale quand on parle d'impôt sur les bénéfices. Donc le périmètre de ce groupe de TVA sera fixé librement sur option des membres du groupe au plus tard le 31 octobre de l'année N-1. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça entre en vigueur au 1er janvier 2022, mais comme en fait les premières options devront intervenir au plus tard au 31 octobre 2022, concrètement les premiers groupes seront effectifs en 2023. Cette option-là sera formulée auprès du service des impôts et devra reprendre tout un tas d'informations qui sont définies par la loi, notamment la nature des activités de chacun des membres, la liste bien évidemment des membres, leur ancien numéro de TVA individuel, leur accord express pour intégrer le groupe, etc.
Donc cette option prend effet 1er janvier de l'année qui suit le moment où elle est réalisée et elle vaut pour une période minimale obligatoire de 3 ans, sachant que pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé. Ça a pour effet, par exemple, de ne permettre la sortie d'un membre du groupe que dans l'hypothèse où les conditions pour intégrer le groupe, par exemple, ne seraient plus réunies. Et ce n'est qu'à l'issue de cette période de 3 ans, que le périmètre du groupe est assoupli et qu'on peut envisager certains changements. Comment fonctionne ce groupe? Très brièvement, parce que c'est assez dense et que je pense qu'il faudrait un webinaire dédié à ça pour en parler plus amplement. C'est que l'assujetti unique, donc ce nouveau groupe TVA, recevra un numéro individuel d'identification à la TVA. Et donc, les membres de cet assujetti unique devront désigner parmi eux un représentant qui sera chargé d'accomplir toutes les obligations déclaratives et ainsi que toutes les formalités en matière de TVA qui incombent à l'assujetti, donc au groupe, et qui devra bien entendu s'acquitter de la taxe, gérer les remboursements de crédit TVA, etc., etc. Dernier point qu'on peut relever, mais sans rentrer dans le détail, c'est tout ce qui va concerner le contrôle par les services fiscaux de ce groupe de TVA. Là, on a des modalités de contrôle qui sont alignées purement et simplement sur celles qui existent en matière d'intégration fiscale. Donc, on va être sur le même type de fonctionnement. Si on reste sur la partie TVA, on a quelques petites mesures qui sont également à la marge, mais qui ne sont pas dénuées quand même d'intérêt. Alors ça, c'est annoncé depuis plusieurs mois par voie de communiqué de presse, mais c'est confirmé en loi de finances. C'est la directive européenne e-commerce. Donc cette directive TVA, elle a été transposée l'année dernière en loi de finances. Ça fait l'objet de nombreux développements. Et l'entrée en vigueur de cette transposition, ça devait être 1er janvier 2021. Dans le contexte, c'est pas facile actuel. Cette réforme, cette entrée en vigueur est purement et simplement reportée de 6 mois. Donc nous devrions pouvoir en reparler au 1er juillet 2021. Ensuite, la loi de finances s'est penchée sur les notions d'offres complexes et offres composites de TVA. Très brièvement, pour l'offre composite, elle est venue redéfinir la base de calcul de la TVA qui est propre à ces offres-là. Donc si je résume, une offre composite, c'est grosso modo une offre d'abonnement où vous avez plusieurs services dedans. Et en général, au moins l'un de ces services, c'est soit du télécom, de la radiodiffusion, de la télé ou tout autre service électronique. Donc on a une redéfinition de la base de calcul de ce type d'offre. Pour les offres complexes, en fait, la loi de finances est venue légaliser un principe jurisprudentiel qui a été dégagé par la CJUE, permettant en fait de qualifier l'offre complexe et surtout de pouvoir, une fois qu'on l'a qualifiée, lui appliquer le bon taux de TVA. Parce que concrètement, le point d'achoppement qu'on avait quand on parle d'offres complexes, c'est de savoir est-ce qu'on est sur une seule et unique prestation, dans ces cas-là, quel taux on applique, ou est-ce que c'est pas le cas? Donc là, on est venu redéfinir un petit peu comment on apprécie quand c'est pas le cas, donc comment on sait quand on est face à une offre complexe, et dans ces cas-là, comment on fait pour savoir quel taux de TVA appliquer, à savoir si on est sur une opération unique classique, où la question ne se pose pas, dans ces cas-là, on applique le taux de TVA qui s'applique à l'offre unique, ou si on est face à une offre unique complexe qui implique différentes prestations, et dans ces cas-là, on applique en principe le taux de TVA applicable, le taux le plus élevé en fait, quand vous avez plusieurs taux. Dernier point, et ça c'est quelque chose qui est très attendu, mais sur lequel la loi de finances, étrangement, ne s'est pas épanchée. Donc on a eu un très gros rapport de la DGFiP qui est sorti il y a quelques semaines sur la mise en place de la facturation électronique. Donc comme vous le savez certainement, cette mise en place va être progressive, elle doit intervenir au plus tard en 2025 et elle va s'étaler un petit peu dans le temps puisque dès 2023, les entreprises auront l'obligation d'accepter de recevoir des factures électroniques. En revanche, elles auront l'obligation d'émettre ces factures ça sera étalé entre 2023 et 2025 selon la taille des entreprises en fait. En 2023, les grandes entreprises devront émettre ce type de facture, 2024 pour les ETI, 2025 pour les TPE, PME.
Et la seule chose que vient nous dire la loi de finances sur ce dispositif un peu fondateur, c'est grosso modo que le gouvernement pourra prendre une ordonnance dans le délai de 9 mois de la promulgation de cette loi pour amorcer la création de ce dispositif. Je vous propose maintenant de passer à ce qui concerne le foncier, les impôts locaux. Alors là aussi, comme pour l'impôt sur les bénéfices, on est sur une logique de diminution des impôts de production. Donc concrètement, pour les cotisations dues à compter de 2021, le taux d'imposition de la CVAE, il est divisé par 2, ce qui va avoir des impacts sur tout ce que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc par exemple, sur le dégrèvement pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros, par exemple, qui passe de 1 000 € à 500 €. Pareillement, le montant de la CVAE minimale passe de 250 à 125 €. Le montant des acomptes est diminué, passe lui à 1 500 €. Par contre, le coefficient de pondération, lui, passe à 42. Également, on peut le relever et vous le voyez s'afficher, c'est la taxe pour frais de CCI, donc qui, elle, est augmentée, elle passe à 3,46%. En ce qui concerne la CFE, et là encore pour un peu tenter de relancer, si j'ose dire, l'économie, il est créé un dispositif d'exonération pour les créations, implantations ou extensions d'activités. Alors ce dispositif, il est à la libre appréciation entre guillemets des communes, puisque c'est elles qui feront le choix ou pas de l'appliquer sur leur territoire. Et ça sera donc un dispositif d'exonération qui sera applicable pour une durée de 3 ans. Autre petit point qu'on peut relever, c'est que pour les impositions dues au titre de 2021 et des années suivantes, le plafonnement de la CET, il passe à 2% au lieu de 3%. Et c'est pareil, on a des aménagements à la marge qui sont apportés sur les modalités de calcul de la valeur locative des établissements professionnels ou des établissements industriels, mais qui là ne nécessitent pas, à mon sens, de rentrer dans le détail, c'est trop particulier. Et je vais passer maintenant la main à Hélène, qui va vous faire un point sur les mesures sociales applicables aux entreprises. Pour commencer, par les mesures sociales, on va faire un point sur le forfait mobilité durable. Pour rappel, l'employeur peut prendre en charge une partie... Ah, je n'ai pas la bonne slide qui s'affiche, voilà. Donc l'employeur peut prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d'alimentation, des véhicules électriques hybrides, rechargeables ou à hydrogène de ses salariés, sur la base d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif. Et c'est ce qu'on appelle la prime transport. Depuis le 1er janvier 2020, il peut également prendre en charge, dans le cadre du forfait mobilité durable, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail, notamment via leur vélo mécanique ou à assistance, ou en covoiturage, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée, à savoir par exemple la location de vélo. Et à compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilité durable est étendu aux engins de déplacement personnel motorisés et par exemple aux trottinettes électriques. Par principe, la prise en charge du forfait mobilité durable et ou la prime transport peut être exonérée d'impôts sur le revenu, de cotisations et de CSG-CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an. Les frais de carburant, quant à eux, restent exonérés à hauteur de 200 € par an. Mais pour ce qui concerne le plafond applicable au forfait mobilité durable et ou prime transport, il est relevé pour le calcul de l'impôt sur le revenu de 2020 à 500 € et non plus à 400 €. Faisons un point à présent sur l'épargne salariale. Pour rappel, les sociétés par action, sociétés anonymes, sociétés en commandite par action ou sociétés par action simplifiée, peuvent permettre à leurs salariés de posséder une partie du capital de l'entreprise
de se constituer ainsi une épargne et de participer davantage aux performances économiques de l'entreprise en acquérant des actions. Le conseil d'administration ou le directoire de ces sociétés peut, après autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, décider d'attribuer gratuitement des actions qui seront intéressantes, notamment sur le plan social, puisque les actions cédées gratuitement ne sont pas soumises à cotisation sociale, mais à une contribution sociale spécifique au taux de 20% pour les attributions gratuites d'actions qui sont décidées par une Assemblée générale extraordinaire depuis le 1er janvier 2018. Mais cette contribution ne s'applique pas aux PME qui ont décidé de cette attribution gratuite d'actions. Désormais, à compter du 1er janvier 2021, cette exonération de la contribution spécifique patronale profitera également aux entreprises de taille intermédiaire. Donc, pour rappel, il s'agit des entreprises dont l'effectif est compris entre 250 et 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 2 milliards d'euros. Ensuite, abordons le cas du plan d'épargne entreprise. Le plan d'épargne entreprise qui peut être alimenté par les versements volontaires des bénéficiaires qui adhèrent au plan, les abondements de l'entreprise qui s'apparentent à des versements complémentaires à ceux des bénéficiaires et par l'affectation des sommes issues de l'intéressement, de la participation ou le transfert d'épargne salariale. En principe, les abondements versés par l'entreprise en complément des versements des adhérents ne sont pas soumis aux cotisations sociales, mais à un forfait social dans certaines conditions. Et à titre dérogatoire, pour les années 2021 et 2022, le forfait social, qui en principe est fixé au taux de 10% lorsque l'entreprise abonde la contribution volontaire des bénéficiaires du plan pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement qu'elle a émis ou émis par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation, ce forfait social ne s'appliquera pas aux abondements complémentaires au versement volontaire des salariés pour l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation. En revanche, ce forfait social au taux de 10% s'applique aux abondements unilatéraux de l'employeur pour l'achat de titres de l'entreprise émis par elle-même ou d'une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation. Pour finir avec l'épargne salariale, nous allons parler de la règle du maintien des taux historiques de la CSG-CRDS en cas de transfert d'un PERCO vers un PERECO. Pour rappel, le taux de la CSG a augmenté en 2018 et pour éviter que ça n'impacte les sommes versées sur les plans d'épargne retraite collectifs, on a instauré la règle du maintien des taux historiques. Et donc, pour les sommes versées avant le 1er janvier 2018, eh bien, on n'applique pas le taux de CSG actuel. Cette règle va s'appliquer du coup en cas de transfert d'un PERCO vers un PERECO. Ainsi, on maintient le taux historique sur les sommes versées sur un PERCO transférées vers un PERECO lorsque les sommes ont été versées avant le 1er janvier 2018 et pour autant que le transfert n'intervienne vers le PERECO avant le 1er janvier 2023 ou en cas de transformation du PERCO en PERECO avant le 1er janvier 2023. Passons maintenant à l'activité partielle qui a été très largement mise en œuvre cette année 2020, enfin l'année passée du coup, 2020. La demande d'allocation d'activité partielle est la demande qui est faite par l'employeur pour bénéficier de l'allocation, de la prise en charge par l'État d'une fraction de la rémunération versée aux salariés, qui s'appelle l'indemnité que l'employeur doit verser aux salariés, qui est placée en activité partielle. Les demandes de versement de l'allocation d'activité partielle doivent être formulées par l'employeur dans un délai de 12 mois depuis 2019 à compter du terme de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle.
Et la loi de finances pour 2021 réduit ce délai de 12 mois à 6 mois. Elle prévoit également que les employeurs qui mettent en place un dispositif d'aménagement du temps de travail supérieur à 6 mois peuvent régulariser leur demande d'indemnisation dans les 6 mois qui suivent cette période. Quant au régime social des indemnités légales d'activité partielle, c'est-à-dire l'indemnité, le taux enfin la fraction de rémunération qui va être garantie aux salariés, qui est prévue par la loi et versée par l'employeur, cette indemnité légale est exonérée de cotisations sociales. Mais elle est en principe soumise aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS, calculés sur la base de 98,25%. C'est-à-dire qu'on a pratiqué un abattement sur ces rémunérations de 1,75%. Et pour éviter que la rémunération perçue au titre de l'activité partielle ne passe en deçà du SMIC brut calculé sur la durée légale, on va pratiquer un mécanisme d'écrêtement qui va permettre en fait de ne pas payer ou de payer que partiellement ces prélèvements sociaux. Et le régime social des indemnités complémentaires à titre dérogatoire va être dupliqué pour 2021 au régime social des indemnités légales. Donc, à savoir qu'elles vont être exonérées de cotisations sociales, mais soumises à la CSG et CRDS au même titre que les indemnités légales d'activité partielle, dans la limite de 3,15 SMIC. C'est-à-dire que les sommes qui excèdent ce montant sont soumises aux cotisations et contributions applicables sur les salaires. Parmi les autres mesures sociales, je vous en parlais tout à l'heure pour les travailleurs indépendants, donc l'allongement du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Donc actuellement, le père ou le cas échéant, le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la mère peut prétendre à un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissance multiple. Il est prévu que pour les naissances qui interviennent à compter du 1er juillet 2021 ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à cette date, le congé passera à 25 jours calendaires ou 32 jours en cas de naissance multiple, dont une partie sera obligatoire. Et les 4 premiers jours de ce congé seraient obligatoires et viennent s'ajouter aux jours de congé naissance, ces jours-là étant eux-mêmes obligatoires. Un allongement du congé d'adoption est également prévu. Il passera de 10 à 16 semaines ou lorsqu'il est réparti entre les deux parents, il donnera droit à 25 jours supplémentaires ou 32 en cas d'adoption multiple. Et un dernier point sur le congé naissance, justement, le congé naissance est en principe de 3 jours, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Il fait l'objet d'une reformulation dans le Code du travail pour inclure dans les bénéficiaires de ce congé le père de l'enfant qui serait séparé de la mère. Et il prévoit également le point de départ du congé naissance au choix du salarié, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable suivant. Donc cette année, vous le savez tous, nous le savons tous, ça a été un peu particulier donc avec le coronavirus et ça a nécessité de grandes interventions au plan financier pour soutenir la trésorerie des entreprises. Du coup, première mesure qui était attendue et dont le détail vient d'être précisé, c'est la création d'un crédit d'impôt pour les bailleurs qui consentent des abandons de loyer dans le cadre de la crise sanitaire. Donc ce crédit d'impôt, il va profiter à tous les bailleurs, grosso modo, particuliers, personnes morales de droit privé, tous les bailleurs privés, j'entends, qui vont consentir des abandons ou des renonciations définitives de loyer échus au titre du mois de novembre 2020 et qu'ils devront consentir au plus tard le 31 décembre 2021, donc au profit d'entreprises locataires qui répondent à un certain nombre de conditions. Par
parmi ces conditions, il est prévu que l'entreprise locataire doive louer des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période de confinement, donc qui a couru du 30 octobre au 15 décembre 2020, ou exercer une activité principale dans ce qu'on appelait, alors ce serait un peu faux de le dire aujourd'hui, les secteurs S1, parce que la liste a pas mal bougé, mais donc tout ce qui est secteur hôtellerie, café, restauration, culture et événementiel. Le locataire devra également avoir un effectif inférieur à 5 000 salariés, ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la réglementation européenne et ne pas être en liquidation judiciaire à la date du 1er mars 2020. Précision que si le locataire est une association, celle-ci devra être soit assujettie aux impôts commerciaux, donc un IS, CET, TVA, soit employée au moins un salarié. Donc le crédit d'impôt est égal à 50% de la somme totale des abandons ou des renonciations de loyer qui sont consentis, sauf dans un cas, c'est lorsque l'effectif de l'entreprise locataire est égal ou supérieur à 250 salariés. Dans ce cas-là, le montant de l'abandon au titre du mois, il est retenu dans la limite des 2/3 du montant du loyer tel qu'il est prévu au contrat de bail. Dernier point, pour en bénéficier, les bailleurs devront simplement déposer une déclaration qui est conforme à un modèle établi par l'administration fiscale, dans le même délai que leur déclaration annuelle de revenus ou de résultats. Pour le moment, nous n'avons pas encore ce modèle, mais ça ne devrait pas tarder à sortir. Autre mesure, alors là qui est un peu une mesure plutôt de cohérence, si on peut dire cela comme ça, avec ce qui a été mis en place pendant la période du coronavirus. C'est une mesure qui concerne les aides qui ont été versées par les régimes de retraite complémentaires. En fait, au début de l'épidémie, la CNAFPL, la CNBF et la CPSTI ont accordé une aide financière exceptionnelle à certains travailleurs indépendants, une aide financière d'un montant maximal de 1 500 € de mémoire. Pour rester cohérent avec l'objectif de ces aides, c'est-à-dire d'aider les gens à s'en sortir, financièrement parlant, il est prévu quelles seront ces aides exonérées d'impôts, donc IR/IS, et de toutes les contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle. Pareil pour le calcul de certains plafonds, typiquement les plafonds micro BIC, micro BNC ou les plafonds de régime réel. On ne tiendra pas compte des aides qui ont été versées par ces régimes de retraite. Autre point qui concerne aussi les travailleurs indépendants, c'est que certains travailleurs indépendants qui relèvent du micro-social ont pu bénéficier d'une déduction exceptionnelle de recettes ou de chiffre d'affaires pour le calcul de leur cotisation sociale. Le principe pour les micro-entrepreneurs qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, c'est qu'ils n'ont qu'une seule normalement déclaration à faire pour les cotisations sociales et pour l'impôt. Le problème cette année, c'est que comme au plan social, on leur a accordé des exonérations, en tout cas des facilités, ils n'ont pas de déclaration sociale à faire. Donc dans ces cas-là, pour éviter d'avoir une sorte de problématique au moment de la déclaration d'hier, cette année, temporairement, les sommes qui ont été exonérées de cotisation sociale, donc les montants déduits de leur déclaration mensuelle ou trimestrielle, seront à reporter dans leur déclaration d'ensemble des revenus 2020 déposés en 2021, voire même dans leur déclaration 2021 déposée en 2022, au vu des mesures dont vous parlera Hélène tout à l'heure. Dernier point, mais très rapide, que je peux vous soumettre concernant les aides coronavirus. Alors là, on est vraiment à la marge, on est même au-delà de la fiscalité ou des mesures sociales. C'est ce qui va concerner le prêt garanti par l'État, donc le PGE, et le fonds de solidarité. Donc là, la loi de finances est simplement venue prolonger les deux dispositifs. Donc pour le PGE jusqu'au 30 juin 2021, en prévoyant qu'il peut être accordé à de nouveaux financements, et pour le fonds de solidarité, en le prolongeant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire tel qu'il est fixé actuellement, donc 16 février 2021, et en prévoyant que le gouvernement aura la possibilité de toute façon de le prolonger encore par décret si nécessaire. Et là, je vais repasser donc la parole à Hélène qui va vous parler de choses relativement importantes pour le coup. C'est tout ce qui va concerner les exonérations de cotisations sociales, etc.
Merci. En effet, déjà dans le cadre de la première vague de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement avait mis en place des dispositifs d'exonération, d'aide au paiement des cotisations sociales, de réduction pour les travailleurs indépendants ou de déduction pour les micro-entrepreneurs, des plans d'apurement. Et ces mesures, en fait, vont être réadaptées pour les entreprises qui font face à qui font face à la deuxième vague de l'épidémie. Donc, on va commencer par l'exonération de cotisations. Elle porte sur les cotisations patronales et peuvent en bénéficier les employeurs de moins de 50 salariés qui relèvent de secteurs d'activité qui ont subi des mesures d'interdiction d'accueil du public et les employeurs de moins de 250 salariés, sous réserve de respecter des conditions tenant à la fermeture administrative ordonnée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ou de baisse de chiffre d'affaires et qui exercent leur activité dans les secteurs durement impactés par la crise sanitaire, soit dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l'événementiel, ou dans des secteurs d'activité connexes qui dépendent des secteurs précédents. Ces conditions de chiffre d'affaires et de fermeture administrative ne s'appliquent pas aux clubs de sport professionnels. Les périodes d'activité qui sont éligibles à l'exonération de cotisations patronales, on parle bien des cotisations patronales, c'est-à-dire toutes les cotisations, à l'exception des cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire légalement obligatoire. Les périodes d'activité éligibles à cette exonération vont dépendre des conditions remplies par l'entreprise et peuvent s'étendre sur des périodes d'emploi allant du 1er septembre au 30 novembre 2020, soit 3 mois. Cette exonération concerne les cotisations qui restent dues après application des autres dispositifs d'exonération totale ou partielle de cotisation, comme par exemple la réduction générale, après déduction de taux spécifiques d'assiette ou de montant forfaitaire de cotisation. Cette exonération est cumulable avec d'autres dispositifs d'exonération. Donc, là, on vient de voir pour les exonérations de cotisations patronales, mais sur les salaires, il y a des cotisations, il y a une part de cotisation patronale, une part de cotisation salariale. Pour le reste des cotisations, donc pour les cotisations restant dues après application du dispositif d'exonération, eh bien, ces mêmes entreprises vont pouvoir bénéficier d'une aide au paiement des cotisations qui restent dues à hauteur de 20% des rémunérations des salariés dues au titre des périodes ouvrant droit à l'exonération. Donc, comme je vous le disais, tout cela, ça va dépendre, les périodes d'emploi visées vont dépendre des conditions remplies par l'entreprise. Les travailleurs indépendants vont, quant à eux, pouvoir bénéficier d'un dispositif de réduction des cotisations sociales dès lors qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales. Donc, ce sont les mêmes conditions qui vont se dupliquer aux travailleurs indépendants et aux micro-entrepreneurs. Des conditions de fermeture administrative, de secteur d'activité, de baisse de chiffre d'affaires. Le montant de la réduction applicable aux travailleurs indépendants sera fixé, travailleurs indépendants ou travailleurs non salariés agricoles également, sera fixé par décret. Il n'est pas encore paru. Elle pourra apporter, selon le décret, sur les cotisations dues au titre de l'année 2020 ou 2021. Et le travailleur indépendant pourra appliquer aux revenus estimés qu'il déclare un abattement dont le montant sera également fixé par décret pour déduire la réduction de leur cotisation, de ces cotisations provisionnelles exigibles. Les mandataires sociaux assimilés à des salariés et relevant du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait les conditions nécessaires au bénéfice de l'exonération destinée aux entreprises, donc c'est-à-dire activité principale, lieu d'exercice, fermeture ou baisse de chiffre d'affaires, pourront eux aussi bénéficier d'une réduction de leurs cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 ou de l'année 2021. Là encore, le montant et les modalités d'imputation sur les sommes dues seront fixées par décret. Dans tous les cas, pour bénéficier de ces dispositifs d'aide,
il ne faut pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 dernières années. Et une aide à destination des micro-entrepreneurs consiste à déduire en fait les recettes réalisées au titre d'une période qui peut s'étendre du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, là encore en fonction des conditions qui sont remplies. Donc, lieu d'activité, activité principale, fermeture ou baisse de chiffre d'affaires. Et des plans d'apurement des dettes qui resteraient dues encore pourront être conclus avec les organismes de recouvrement des cotisations. Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement les charges restant dues au 31 décembre 2020 pour les employeurs, les cotisations patronales et les cotisations salariales. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure les dettes constatées au 30 septembre 2021. Et pour les travailleurs non salariés agricoles, ces plans pourront inclure les dettes constatées au 30 avril 2021. Alors, le détail de toutes ces mesures serait beaucoup trop long à aborder dans le cadre du webinaire, donc on présente vraiment le dispositif en général. Et là, nous allons pouvoir passer au contrôle. Aux voitures, pardon. Je repasse donc la parole à Julie pour... Alors, comme Hélène voulait passer un peu vite au contrôle, avant, il y a quand même les voitures, ce qui n'est pas un petit morceau en règle générale, et ce qui est surtout... bon, après, il n'y a pas de surprise majeure. Façon de parler. On va aborder 3 thèmes en fait sur les véhicules assez rapidement. Je vais vous parler du malus, de la taxe sur les véhicules de société et puis de l'avenir surtout, de ce qui va se passer à partir de 2022. Si on prend le malus automobile, donc pour le malus, en fait, on a une projection qui est faite sur 3 ans, grosso modo. Avec une entrée dans le barème du malus qui va être de plus en plus précoce, puisque en 2021, on va commencer à parler de malus à partir de d'émissions de dioxyde de carbone supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre. En 2022, on passera à 128 grammes et en 2023 à 123 grammes par kilomètre. Donc au-delà de ce barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone qui se renforce d'année en année, mais là, comme je vous le disais, c'est pas vraiment une surprise. L'intéressant cette année en termes de malus, c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, la charge va être encore alourdie puisque le gouvernement vient de nous créer une nouvelle composante du malus, une nouvelle taxe qui s'appelle, alors si je vous donne le nom complet, c'est la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme. Retenez surtout que ça va être un malus au poids des véhicules. Donc, comme son nom l'indique, elle va s'appliquer aux véhicules de tourisme au moment de leur première immatriculation en France. Et si au moment de cette première immatriculation, le véhicule en question n'est pas un véhicule de tourisme ou alors est un véhicule exonéré, et ben la taxe s'appliquera de toute façon au moment de l'immatriculation qui sera consécutive à la première modification de caractéristiques qui lui donnera la qualité de véhicule de tourisme. Cette taxe, le montant de cette taxe, il va être égal à un produit entre le tarif unitaire en euros par kilo et une fraction de la masse en ordre de marche qui excède un seuil minimal de poids. Concrètement, à partir du 1er janvier 2022, le tarif en question, ça sera 10 euros par kilo et le seuil minimal de la taxe, ça sera égal à 1800 kilos. Donc en dessous, un véhicule en dessous de 1800 kilos, pas de malus. Au-dessus de 1800, il faudra calculer ce produit pour savoir quel sera le montant de la taxe. Petite précision, pour le calcul, il existera certains dispositifs de réfaction qui permettront mécaniquement, entre guillemets, de faire tomber le poids du véhicule. Par exemple, lorsqu'on a un propriétaire qui, au sein de son foyer, assume la charge effective et permanente d'au moins 3 enfants, il pourra bénéficier d'une réfaction de 200 kg par enfant dans la limite d'un seul véhicule d'au moins 5 places. Donc vous voyez, on aura quand même quelques dispositifs pour essayer d'atténuer un petit peu la charge fiscale.
Et puis dernier point qu'on peut aborder sur ce malus, cette nouvelle composante du malus, c'est que certains véhicules vont quand même pouvoir y échapper en raison de leur nature même. Donc on va avoir tout ce qui est véhicule accessible en fauteuil roulant, les véhicules qui, dans la limite d'un seul véhicule par propriétaire, appartiennent à des gens qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité, ou qui ont à leur charge des enfants qui sont titulaires de cette même carte, ou les véhicules les plus propres, entre guillemets, ça va être les hybrides électriques rechargeables de l'extérieur, qui ont une autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, supérieure à 50 km. C'est assez précis quand même. Deuxième point que je voulais aborder avec vous donc sur les véhicules, c'est la taxe sur les véhicules de société. Taxe sur les véhicules de société, donc pour 2021, vous savez, la taxe sur les véhicules de société, je vais peut-être le rappeler, on la calcule en fonction de 2 composantes. On a une première composante qui est fonction des émissions de CO2 du véhicule et une deuxième composante qui est fonction du mode de carburation du véhicule. Pour 2021, le tarif de la première composante, donc qui est fonction des émissions de CO2, il est révisé à la hausse, mais seulement pour les véhicules qui vont relever du nouveau dispositif d'immatriculation communautaire. Donc c'est le nouveau dispositif d'immatriculation qui est entré en vigueur là en mars 2020. Autre petite chose qu'on peut relever pour cette année, c'est que la seconde composante du calcul donc de la TVS ne s'appliquera pas aux véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité ou exclusivement l'hydrogène ou une combinaison des deux. Vous l'aurez compris, que ce soit malus ou TVS, l'objectif c'est de privilégier de plus en plus les véhicules hybrides et les véhicules électriques qui sont pour le moment considérés comme les plus propres sur le marché. Le gros intérêt de cette année pour les véhicules, c'est l'avenir en fait. C'est ce qui va se passer à partir de 2022. Parce qu'à partir de cette année-là, donc à compter de 2022, on va avoir une refonte en profondeur des taxes sur les véhicules. Concrètement, la TVS telle qu'on la connaît aujourd'hui, et la taxe à l'essieu telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par l'administration des douanes vont être supprimées définitivement et remplacées par 3 nouvelles taxes. Donc à la place de la taxe à l'essieu que l'on connaît aujourd'hui, on aura une taxe annuelle à l'essieu, jusque-là ça ne change pas, non, tout va très bien, qui s'appliquera aux véhicules lourds de transport de marchandises. Et la TVS, elle, sera remplacée par 2 nouvelles taxes, la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques. Donc ces 3 nouvelles taxes vont s'articuler ensemble puisqu'elles vont avoir un tronc commun, en fait, des modalités de fonctionnement communes, notamment ce qui concerne le fait générateur de ces 3 taxes, puisqu'il sera constitué par l'utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d'une activité économique. Pareillement, dans le tronc commun, on a les personnes qui vont être redevables de la taxe, puisque grosso modo, pour ces 3 taxes-là, on va être sur l'utilisateur qui va être redevable. Donc l'utilisateur entendu soit comme le propriétaire, soit comme le locataire, dans le cadre de formules locatives de longue durée, bien sûr, soit comme les personnes qui disposent de ces véhicules dans le cadre un peu de formules similaires aux formules locatives de longue durée. Pareil, le calcul des taxes va avoir une base similaire, c'est-à-dire que la formule de calcul va être identique. On va être sur un montant de taxe qui est égal au produit entre la proportion annuelle d'utilisation du véhicule dans le cadre de la réalisation d'activités économiques et un tarif qui, là, sera propre à chacune des 3 taxes. Donc, je ne vais pas vous exposer ici parce que ça serait fastidieux et pas très intéressant de parler que de chiffres. Dernier tronc commun, si on peut dire ça comme ça, ces 3 taxes, ça va être leur modalité déclarative, puisque pour les redevables de la TVA qui sont soumis au régime normal d'imposition, il faudra les déclarer sur donc, la déclaration de TVA, qui sera déposée soit au titre du mois décembre, soit au titre du 4e trimestre pour ceux qui sont soumis au paiement trimestriel, ou aux déclarations trimestrielles surtout. Pour les redevables qui sont soumis donc à TVA, mais suivant un régime réel simplifié, il faudra faire ces déclarations de taxes véhicules sur la déclaration annuelle.
Et pour tous les autres, il faudra faire une déclaration sur une annexe à la déclaration de TVA et il faudra la déposer auprès des services des impôts au plus tard le 25 janvier de l'année suivant celle au cours duquel la taxe est devenue exigible. Donc ça, c'était ce qu'on pouvait un peu retenir des nouveautés sur les véhicules. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choses à en dire sur les taxes sur les véhicules. Donc là encore, on ne va pas s'étendre plus avant dessus. Et nous allons passer au contrôle fiscal et social. Pour finir de mon côté avec vous, en termes de contrôle fiscal, on n'a pas eu grand-chose cette année. La seule petite mesure notable, si je peux dire ça comme ça, c'est le taux de l'intérêt de retard. La loi de finances pour 2018, vous le savez, elle a diminué le taux de l'intérêt de retard, elle l'a divisé par 2, elle l'a fait passer de 0,40 à 0,20%. Et ce taux de 0,20% devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020 pour les intérêts de retard et les intérêts moratoires. Quand c'est dans l'autre sens, c'est que c'est l'administration fiscale qui vous les doit. Finalement, la loi de finances de cette année pérennise ce taux de 0,20% pour les intérêts de retard dus et les intérêts moratoires à l'avenir, sans prévoir d'échéance de révision. Donc pour le moment, c'est 0,20% jusqu'à ce qu'on en sache plus à l'avenir. Et je vais vous laisser terminer donc avec Hélène, qui va vous faire un petit point sur le contrôle social et le travail dissimulé notamment. Merci. En effet, les principaux changements concernent le travail dissimulé et notamment la création d'une nouvelle circonstance aggravante alors pour rappel déjà, en cas de constat d'infraction de travail dissimulé, l'employeur est privé des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou contributions sociales, qu'elles soient partielles ou totales. Cette privation peut être partielle, néanmoins, si la dissimulation d'activité représente une proportion limitée de l'activité, ou si la dissimulation de l'activité ou de salariés représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés. Mais la privation restée totale dans deux situations. Si la dissimulation concerne des mineurs ou des personnes vulnérables. Eh bien, désormais, la privation va rester totale dans une troisième situation, lorsque les faits de travail dissimulés ont été commis en bande organisée. Je vous le disais, la proportion limitée du travail dissimulé permet une privation partielle des mesures de réduction ou d'exonération de charges sociales. Et elle est appréciée, la proportion limitée est appréciée selon l'effectif de l'entreprise. Actuellement, la dissimulation d'activité ou d'emploi est considérée comme limitée si les sommes soumises à cotisation sociale n'excèdent pas 10% des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi qui a fait l'objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés ou 5% pour les autres. Désormais, il n'y a plus de fractionnement différencié selon l'effectif de l'entreprise. Elle est appréciée au regard du critère de la seule activité. Ainsi, le plafond permettant la modulation aujourd'hui de 5 ou 10% des sommes recouvrées sera le même, quel que soit le nombre de salariés concernés. Et cette proportion d'activité dissimulée sera déterminée par décret, mais ne pourra pas excéder en tout cas 10% de l'activité. Nous en avons fini avec les principales mesures des lois de finances et de financement de sécurité sociale.